Alors bonjour à toutes et à tous. Je voulais commencer par saluer le nombre de personnes qu'il y a dans la salle. Ça fait longtemps que je viens aux amphis, que je vais aux conférences éducation. Je crois que c'est la première fois que je vois autant de monde. Alors peut-être qu'il y a des conférences qui ont débordé d'ailleurs, qu'il n'y a plus de place. Sinon, en dehors de ça, je ne crois pas que ce soit le casting. Donc j'espère que c'est la marque d'un intérêt renouvelé pour la question de l'éducation. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je viens de mener une campagne, deux campagnes, une campagne présidentielle, une campagne législative, et qu'il y a un immense absent dans les campagnes, c'est complètement dingue, c'est l'éducation. Je voudrais rappeler quand même que l'école publique dans son ensemble, en tout cas l'enseignement dans son ensemble, ça concerne grosso modo 15 millions de personnes par jour, entre les élèves, les enseignants, tous les personnels qui travaillent autour, que c'est tous les jours, que tout le monde passe à l'école, que c'est un point central de notre République, et puis qu'on n'en parle jamais. Moi, j'ai dû exiger dans les interviews qu'on me posait, on m'envoyait les sujets. Alors, je vous dis, moi, j'habite dans les Alpes de Provence, donc la crise de la lavande, le loup, voilà. Et je devais exiger des journalistes, dire, ça serait bien qu'il y ait une question éducation. En général, je ne l'obtenais pas d'ailleurs, hein, mais je l'ai obtenu sur le dernier débat mené pendant la campagne, qui est une question sur l'éducation. Donc, merci d'être là. Ça fait super plaisir de voir qu'on s'intéresse à notre école. La deuxième chose que je voulais dire, c'est, ça tombe bien, Guylaine a fait une magnifique transition. Nous, pourquoi on a choisi ce titre, École publique, le grand effondrement? C'est pas école, le grand effondrement, c'est école publique, le grand effondrement. Et il y a un grand effondrement de l'école publique. Et je suis parfaitement d'accord avec Guylaine, par contre, pour dire que c'est pas un effondrement comme une maison qui s'effondrerait parce qu'elle a été mal entretenue. C'est un effondrement parce qu'il y a des gens qui sapent les fondations. Et c'est là-dessus qu'on va venir. Donc, je vous propose un exposé en 3 points que j'espère rapide. Je voudrais m'excuser accessoirement pour... je balance, enfin je renseigne. À côté, c'est l'atelier des lois. Donc c'est pour ça qu'ils trimballent des chaises, parce qu'ils font des groupes, etc. Je vous donnerai les noms tout à l'heure si vous voulez, à la gueule. Donc j'espère qu'on s'entend quand même, mais il y a Gabriel Amar par exemple. Mais bon. Je perds pas mes habitudes de mauvais élève aussi. Je voudrais commencer quand même par dire d'où je parle, ça me paraît important. Quand on devient député, on fait une déclaration de patrimoine, ça a été assez rapide pour moi, d'autant qu'une partie de mon patrimoine est décédée cet été, ma Logan est morte. Donc ça a été facile. Puis après, on fait une déclaration d'intérêt. On se rend compte que dans la déclaration d'intérêt, il faut déclarer un certain nombre de choses. Et moi, par exemple, j'ai dû déclarer, donc je le déclare devant vous pour être parfaitement honnête avec vous, mon appartenance au SNUIPP-FSU. Je suis syndiqué SNUIPP-FSU depuis fort longtemps et j'étais jusqu'à mon entrée en campagne représentant syndical et membre du bureau départemental du SNUIPP-FSU. Donc c'est juste pour dire que voilà, qu'on ne se mente pas sur qui parle. J'étais jusqu'à mon entrée en campagne instituteur, directeur d'école en milieu rural. Alors directeur d'école, ça paraît très important, ça l'est. École de 2 classes, hein, et avant c'était une école d'1 classe. Voilà, donc classe unique élémentaire en milieu rural. J'ai auparavant été pendant une dizaine d'années conseiller principal d'éducation. Je viens du second degré, donc je connais aussi bien le second degré. Conseiller principal d'éducation dans les quartiers nord de Marseille, en collège REP, enfin ZEP à l'époque on disait. Et puis auparavant, je viens de l'éducation populaire. Moi, j'ai commencé ma vie professionnelle comme animateur et directeur de centres de vacances et de loisirs. Et ma vie militante d'adulte comme militant de l'éducation populaire au sein des CMA, pour ceux qui connaissent les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Donc c'est mon ADN et c'est de là que je viens. Je tenais à le préciser pour que les choses soient claires. Donc j'étais un CPE militant de l'éducation populaire, je suis devenu un instituteur militant de l'éducation populaire et du second degré, etc. Et je suis aujourd'hui un député militant de l'école et de l'école publique. Ça me paraît très important de le rappeler. Mon premier engagement en politique au sens personnel du terme, parce que je viens d'une famille militante, donc j'ai fait des manifs féministes tout petit, des manifs antiracistes, la marche des beurs quand j'avais 10 ans, etc. etc. Mais ma première manif en tant que personne consciente de ce qu'elle faisait, on va dire, c'est contre les lois de Vaquet en 86, j'avais 14 ans, j'étais en seconde. Donc ça veut dire que voilà, mon entrée en politique, c'est Parcoursup. 32 ans avant Parcoursup. C'est quand même aussi important de le rappeler. Et que je pense qu'on est très nombreux dans ma génération à être rentrés en politique à ce moment-là.
D'ailleurs, nos slogans de l'époque, on les entend encore aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un peu pénible en manifestation, il faudrait changer. Mais voilà, donc dire que mon engagement politique, il vient aussi de ces questions de l'éducation. Et quand je disais tout à l'heure militant de l'éducation populaire, moi j'ai toujours considéré qu'être directeur de centre de vacances, être directeur de centre de loisirs, c'était faire de la politique. J'ai toujours considéré qu'être conseiller principal d'éducation, c'était faire de la politique. J'ai toujours considéré qu'être instituteur, c'était faire de la politique. Alors, je connais mon devoir de réserve, je fais pas de meeting en classe, hein, c'est pas la question. Mais la manière de faire ce métier-là est profondément politique. L'autre point que je voulais dire et que je voulais rappeler quand même, c'est que quand on parle d'école publique, on a l'impression de parler d'une évidence et on parle pas du tout d'une évidence. En fait, l'école publique, elle a été instaurée, c'est une volonté politique de la République et de la très jeune République. Je voudrais quand même rappeler qu'en 1791, c'est écrit noir sur blanc dans les actes de l'Assemblée nationale, la volonté de développer une instruction universelle et gratuite. Instruction universelle, gratuite. Voilà, c'est 1791. Mais c'est une volonté de la toute jeune République. Et cette volonté-là, elle est là pour mettre à bas la tutelle de l'Église sur l'enseignement. Il faut aussi s'en souvenir à un moment donné, contre quoi on se battait à l'époque et qui enseignait à l'époque et pourquoi on a mis en place une école publique, gratuite, universelle. Rappelez aussi que les attaques contre l'école publique ne datent pas d'aujourd'hui. Hein, la loi Fallou, 1850, ça a plus de 130 ans, 150 ans aujourd'hui, ou 170 ans, je sais plus, je calcule pas bien, j'ai arrêté l'école. Bref, la volonté de permettre à l'école privée d'exister et de contrecarrer le plan de la République, parce que c'est dans le plan de la République. Pourquoi on crée une école publique? C'est pour fonder la République, et c'est écrit comme ça dans ces textes de 1791. C'est considéré comme une fondation de la République. Et puis, je ne vais pas faire toutes les dates, hein, mais je tiens à rappeler quelques dates quand même. Bon, il y a 1975, la loi Haby, c'est-à-dire on universalise, y compris le second degré. On ouvre l'école à tout le monde, et pas seulement à ceux qui avaient le droit d'y aller, le collège, pardon. Et puis, je rappelle l'occasion manquée et le rendez-vous raté de 80 à 84, avec le projet Savary, avec le Spulen, hein, on a peut-être tous oublié ça, mais le grand projet pour une éducation universelle, publique, et puis le recul de 84 face à 1 million de manifestants dans la rue pour l'école privée et pour l'école privée confessionnelle. Il faut quand même le rappeler à un moment donné. Voilà. Il y a un autre, forcément, comme je viens de l'éducation populaire, il y a un autre continuum que je veux évoquer, c'est la manière dont l'éducation nouvelle, ou en tout cas ce que tu disais, l'innovation en éducation, a infusé dans l'éducation nationale. Je viens des colonies de vacances. À l'époque où j'ai commencé, les directeurs de colo, c'était des directeurs d'école hein, pendant leurs vacances. Et donc, ils apportaient les valeurs de l'école publique en colo, mais après, ils ramenaient aussi les valeurs de l'éducation nouvelle et les innovations pédagogiques dans l'école. Il y avait au CMEA, dont je parle, quand j'ai débuté comme objecteur de conscience, plus de la moitié des salariés étaient en fait salariés de l'éducation nationale, mis à disposition. Donc, il y avait cet aller-retour permanent et qui, pour moi, a continué. Alors après, c'est très arbitraire et puis on ne va pas s'engueuler entre tenants de l'instruction, de l'éducation, etc. parce que sinon, on va y passer la journée, la nuit et la suite. Et je ne suis pas persuadé que ça soit très intéressant, mais cette volonté de faire avancer l'éducation et la manière d'éduquer, pour moi, il y a une espèce de summum dans l'école primaire publique, c'est 2002. Voilà, on avance, il y a eu 89, effectivement, tu en as parlé. Et puis il y a 2002, il y a les programmes de 2002, dont certains enseignants dans les salles des maîtres parlent encore avec des larmes dans les yeux, en buvant une tisane et en relisant les programmes de ces dernières années. Les programmes de 2002, on avait le sentiment quand même qu'on avançait, qu'on essayait de faire pour l'école. Alors, c'était pas parfait, hein, mais il y avait cette volonté-là. Et puis après, on a commencé à assister à une espèce de retour de balancier réactionnaire. Hein, sur le retour en arrière, sur l'école, c'est lire, écrire, compter et respecter son prochain, etc., etc. Puis un retour de balancier aussi financier. Et il fut un temps, on l'a oublié, où les classes découvertes étaient financées par le ministère de l'Éducation nationale, où les projets culturels étaient financés par le ministère de l'Éducation nationale, où les timbres étaient financés. Et aujourd'hui, quand on dépose un dossier de classe découverte, parce qu'il est beaucoup plus épais qu'avant quand on est directeur d'école, il est insupportable à remplir, on obtient le droit de partir, mais on obtient 0 centime.
Et tu parlais de sponsoring ou de privatisation partielle. Ben quand tu veux partir en classe découverte, tu fais une privatisation partielle de l'éducation nationale, parce que si tu veux pas que tes parents d'élèves payent super cher et que donc tout le monde ne parte pas, tu vas chercher de l'argent privé pour financer un projet public et un projet d'éducation et un projet qui est dans le cadre de ton projet d'école, qui n'existe pas puisque personne n'a dit à Emmanuel Macron qu'il y avait des projets d'école. Donc ce désengagement de l'État, il est quand même super important à repérer. C'est-à-dire que c'est un désengagement qui est idéologique, qui est pédagogique, qui est culturel, mais qui est aussi un désengagement purement financier. C'est-à-dire que non seulement il y a une baisse du budget, mais il y a aussi une baisse des domaines d'engagement de l'État dans les écoles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, on paye l'instit, point. En gros, hein, je schématise volontairement, mais on paye l'instit. C'était pas le cas avant. Et donc, ça veut dire qu'on laisse aux collectivités locales le soin de faire le reste. Et donc, fatalement, une collectivité locale n'ayant pas les mêmes, une mairie n'ayant pas les mêmes moyens qu'un autre ou les mêmes volontés politiques qu'une autre, il se passe quelque chose qui ne ressemble pas beaucoup à l'égalité républicaine et à la promesse d'égalité républicaine. Le désengagement de l'État sur la formation initiale. Il fut un temps où on payait les enseignants en formation pendant un certain nombre d'années, où on les hébergeait, où on les nourrissait, etc. Bon, voilà, il faut mesurer tout ça, ce recul-là. Souvent, c'est la technique de la grenouille dans la casserole, mais de temps en temps, il faut fermer les yeux et se dire, ok, comment ça marchait il y a 30 ans, 40 ans, et se dire, waouh, effectivement, là, il s'est passé quelque chose, quoi. Et ce quelque chose, c'est une offensive. Moi, je tiens à le dire, c'est une offensive sur l'école publique. On n'a pas affaire à des gens qui sont incompétents, qui ne souhaitent pas répondre aux demandes des syndicats. On a affaire à une offensive. Et je vais essayer, alors je suis désolé, ça va être encore plus désespérant peut-être que ce qui a été fait avant, mais j'ai noté à la fin petite note d'espoir. Je vais essayer. Il y a 2 erreurs à faire, à mon avis, quand on analyse ce qui s'est passé ces dernières années. Et quand je dis ces dernières années, il faut remonter au-delà du quinquennat Macron, du dernier quinquennat Macron, même s'il est emblématique de ce recul-là. Sous Sarkozy, je rappelle qu'on avait supprimé la formation initiale des enseignants, tout simplement, on les balançait dans les classes sans rien, etc., etc. Bref, donc ça ne date pas d'hier. Je rappelle aussi, accessoirement, que sous Sarkozy, il y avait Châtel, et sous Châtel, il y avait Blanquer. Voilà. C'est pas parce que je le déteste, mais je vais parler beaucoup de lui aujourd'hui. Et un avantage, c'est que je sais que c'est largement partagé, donc je suis pas très, très, très gêné. Cette détestation-là, ça c'est quelque chose d'important à comprendre. En tant que représentant syndical, quand on fait une tournée d'école, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je me rappelle d'Allègre, que pas grand monde aimait. Mais là, la détestation, elle est ahurissante quand même. Et on a des collègues extrêmement modérés qui sont pas trop d'accord quand on crie, etc., qui peuvent avoir des propos orduriers dès qu'on évoque le nom de Jean-Michel Blanquer. Non, mais c'est aussi terrible de se dire qu'on a des enseignants qui, dans les écoles, détestent leur ministre de tutelle à un point qui est insupportable à vivre au quotidien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a 2 erreurs à faire quand on analyse le dernier quinquennat. La première, c'est de penser qu'ils ont tout prévu. C'est leur faire trop d'honneur. Ils n'ont pas tout prévu. Ils n'ont pas un plan précis. On va passer par là, on va faire comme ça, etc. Par contre, la deuxième, c'est de croire qu'ils n'ont pas d'agenda. Ils ont un agenda, ils ont un but et ils vont vers ce but. Et ce qui caractérise pour moi le quinquennat Blanquer, c'est sa phrase du 27 mai 2017. Première prise de parole devant une fédération de parents d'élèves de droite. Il dit: il n'y aura pas de loi Blanquer et j'en serai fier. Et moi, je pense très important de rappeler cette citation de Jean-Michel Blanquer, parce que c'était pas une boutade. Ils ne souhaitaient pas mettre en place de loi Blanquer. Leur technique pour détruire l'école publique, c'est la même que pour l'hôpital, que pour etc. Mais après, c'est l'école, c'est encore autre chose. C'est de ne pas passer par la loi. Il avait très bien compris, Blanquer, qu'une loi, ça met les gens dans la rue. Tout d'un coup, on dit on va changer ça, donc on s'organise en face, et puis ça gueule, plus ou moins, etc. C'est compliqué à faire passer. La technique, c'est de changer les choses à bas bruit. Et c'est bien au-delà d'ailleurs de la fonction publique ou de l'école. Quand on change le mode de scrutin ou le calendrier électoral des législatives et des présidentielles, en mettant les législatives après les présidentielles, on dit c'est une mesure technique. Non, c'est une mesure profondément politique. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on nous présente comme des mesures techniques, des mesures qui sont profondément politiques. Et quand il disait il n'y aura pas de loi Blanquer et j'en serai fier, c'est je ne serai pas encore un ministre qui fait des lois, etc. Son idée, qui est toujours là,
qui est toujours là parce qu'on a changé de ministre, mais on n'a pas changé de politique, j'y reviendrai après, c'est de piloter par l'évaluation. C'est de piloter les établissements par ce que vous avez dit, hein, très clairement, l'évaluation et l'autonomie. Et pour réussir ça, pour réussir le pilotage par l'évaluation, on s'appuie sur du pseudo-scientisme. C'est-à-dire que, c'est ce que décrivait Guylaine tout à l'heure sur les classes dédoublées, on met en place un protocole d'études, de est-ce que ça marche, etc., en lien avec des associations privées. Il y a un protocole, alors il y a des groupes d'élèves qui sont étudiés, on va voir comment ça marche, etc. Et si toi, en tant qu'enseignant, tu décides que le gamin, là, ok, ça fait 28 fois qu'il rate l'exercice, il doit rester en groupe A, mais je vais le faire passer en groupe B, parce que moi j'ai bien compris qu'il avait compris, puis qu'on pouvait passer à autre chose, c'est juste qu'il s'emmerde et que ça fait 28 fois qu'il a fait l'exercice. Et ben au moment où on fait le point avec les scientifiques qui viennent étudier ma classe, on me dit, ah ben non, là tu fausses le protocole scientifique, donc ça ne marche pas, donc il faut que tu le remettes là où il était. Donc c'est une prise de pouvoir sur l'école qui passe par un pseudo-scientisme, cette notion de les neurosciences, j'y reviens pas, le numérique à outrance, etc. Bon, la crise du Covid qui a renforcé tout ça, etc., etc. Mais c'est une volonté de passer par en dessous. Mais en passant par en dessous, on impose beaucoup plus de choses que par une loi. Et puis arrive ce moment où Emmanuel Macron dit on va scolariser les enfants à 3 ans. Ah merde, faut une loi. Eh ben, on pourrait se dire que c'est ennuyeux pour Jean-Michel Blanquer. Eh ben non, il attrape la loi Blanquer. Puisqu'il faut faire une loi, on fait la loi Blanquer, et là, on va y fourrer tout ce qu'on peut. On va y fourrer l'article 1 pour faire taire les enseignants, ça va permettre de financer le privé, on oublie ça hein, peut-être, mais la scolarisation à 3 ans obligatoire, ça a juste, enfin, entre autres, mais surtout permis de donner de l'argent à l'école privée qui n'était financée à hauteur de l'école publique qu'à partir de 6 ans, à partir du CP, puisque c'était l'école obligatoire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce que je veux vous dire, et ce qui me semble très important, c'est que on a affaire à des gens qui ont un agenda. Après, ils sont pas très bons dans l'organisation, on l'a vu au début de la crise Covid, etc., mais ils saisissent toutes les opportunités qu'ils ont de faire avancer cet agenda. Cet agenda passe par le pilotage, par l'évaluation. Cet agenda passe par la sélection à tous les étages. On est centré premier degré aujourd'hui, mais bon, on ne peut pas oublier Parcoursup, la réforme du bac, etc. Mais la sélection aussi des enseignants, la manière de sélectionner les enseignants, puis de les sélectionner sur leur propre poste. On met en place des postes à profil, et un enseignant qui est là depuis 25 ans dans son poste doit candidater pour son propre poste. Puis des fois, il ne l'a pas. Et la multiplication des postes à profil, etc., etc. On sélectionne les établissements maintenant avec l'expérimentation marseillaise. On sélectionne. Et malheureusement, hein, je vais pas spoiler la fin de l'histoire, on sélectionne pas les plus intelligents, les plus ouverts, les plus motivés, les plus tout ça. On sélectionne les plus obéissants à la doxa qui nous est imposée par le ministère. Sélection à tous les étages. Atomisation des collectifs de travail. Ça, c'est aussi bien au-delà de l'éducation nationale, mais ça arrive dans l'éducation nationale. On atomise les collectifs de travail. On atomise comment? En multipliant les statuts. On a des stagiaires l'année prochaine qui vont attaquer, je crois qu'on a 3 ou 4 statuts différents. Il y en a qui sont à mi-temps, il y en a qui sont à tiers-temps, il y en a qui sont à plein temps, il y en a qui ont le master, il y en a qui l'ont pas encore, il y en a qui sont boursiers, il y en a qui ne le sont pas, etc. Chez les enseignants, eh ben, on a des enseignants, ça y est, qui sont, avant on avait des titulaires, des stagiaires, point. Avant on avait des professeurs des écoles et des instituteurs, il n'y en a quasiment plus. Bref, et là tout d'un coup on se retrouve avec des salles des maîtres où on a des contractuels et des titulaires, où on a des gens qui sont payés d'une manière et d'une autre. C'est un wagon de TGV, on est tous dans le même wagon, mais il n'y a personne qui a payé le même prix. C'est vraiment ça, quoi. Et accessoirement, on a un recteur, je crois que c'est de l'Académie de Versailles, qui déclare très tranquillement devant le ministre qu'il fait passer les contractuels avant les titulaires, comme ça il les fidélise et il les garde au moment des affectations de poste. C'est génial. Ce type dit devant son ministre de tutelle, je m'assois sur les règles du mouvement, et tout va bien, et le ministre fait super. Voilà, donc on a cette atomisation des collectifs de travail par ces statuts multiples, par la formation initiale et continue qui, on va être clair, n'existe plus, ou en tout cas n'existe quasiment plus, et en tout cas ne crée plus ce collectif. Quand on était en groupe de formation professionnelle, quand on était pendant 1 an tous ensemble, qu'on travaillait sur nos classes, nos machins, etc., il se crée un collectif. Ça n'existe plus. Par aussi la loi RIAC dont tu as parlé, hein, où on donne comment ça s'appelle, un statut non hiérarchique mais statutaire,
Oh, une autorité fonctionnelle, merci, j'avais oublié, ça c'est la novlangue, on y viendra après aussi. Une autorité fonctionnelle au directeur d'école sur son équipe, qui était un membre de l'équipe jusque-là, ou à la directrice. Voilà, on atomise les collectifs de travail. J'ai parlé de la loi Blanquer, j'ai oublié dans la loi Blanquer le retour à l'école du socle, la disparition du CNESCO, donc de l'instance indépendante qui permet de surveiller le ministère, etc. etc. Enfin, tout est bien organisé quand même. Et il y a un élément, moi, qu'on oublie, je pense, trop souvent. Tu en as parlé d'une certaine manière en parlant de NMP, mais quand on parle de New Management Public, quand on parle de l'école publique, il y a CAP 2022. CAP 2022, c'est la réforme de la fonction publique. C'est absolument fabuleux, la réforme de la fonction publique. Et forcément, comme dans la fonction publique, le plus gros corps, c'est l'éducation nationale, et que dans l'éducation nationale, le plus gros corps, c'est les enseignants, et ainsi de suite, ça impacte d'autant plus le corps enseignant. CAP 2022, c'est la disparition ou la fusion des instances représentatives. Pour ceux qui connaissent CAPD, CT, CHSCT qui sont fusionnés, etc. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on élimine totalement du processus de travail avec nos supérieurs hiérarchiques que sont les inspecteurs d'académie, etc., la présence des représentants du personnel. Et quand on élimine la présence des représentants des personnels, on les empêche de contrôler, mais on se prive de leur expertise. Moi, je viens d'un département rural où tous les 2-3 ans, on change d'inspecteur d'académie, on change de secrétaire général, etc. Les experts, quand on parle de mouvement, quand on parle de carrière, quand on parle de tout ça, il y en a de deux sortes. Il y a les secrétaires et les personnes qui travaillent à l'inspection académique, et puis il y a nous. Il y a je ne peux plus dire nous, Charles Damien, tout ça. Il y avait nous. Il y a les copains qui sont là quelque part, du SNU qui continue et des autres syndicats qui continuent à siéger ou à essayer de siéger. Nous, on connaît le système et on sait ses failles, et on pouvait dire attention, là il y a un souci, attention, il va se passer ci, etc. Et même les instances académiques se plaignent de cette perte de travail avec les représentants du personnel et les représentants syndicaux. Mais ils n'ont plus le droit de le faire. Donc ils inventent parfois dans les départements où ils ont encore envie de nous voir, enfin de voir les représentants syndicaux, ils inventent des méthodes pour contourner le truc. Donc cette réforme de la fonction publique, avec l'idée aussi, c'est là-dedans qu'on a la prime au mérite, hein, le salaire au mérite. Non, je vais pas rouvrir mon ordinateur, j'aurais voulu vous lire les 4 chantiers de CAP 2022, juste la novlangue qu'il y a et la manière dont c'est présenté. Et en fait, le premier truc, c'est on dégage les titulaires, on met les contractuels, mais ça s'appelle, je sais plus moi, revalorisation des carrières, etc. Donc, cette réforme de la fonction publique, ce CAP 2022, a détruit la fonction publique, enfin, est en train de détruire la fonction publique, et donc détruit l'école publique. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé de grand effondrement. Il y a un effondrement de l'école publique, et moi je ne veux pas être alarmiste, mais je vais l'être quand même. Si on les laisse faire, on va assister dans les années qui viennent, alors j'ai pas d'échéancier, j'ai pas de calendrier, mais on va assister à la disparition de l'école publique, en tout cas de l'école publique telle que nous la connaissons, universelle et gratuite. On va avoir le développement d'une école à bas coût, destinée aux familles qui n'ont pas les moyens de s'en payer une autre, et le développement, parce que c'est quand même le but à terme, il ne faut jamais oublier le but absolu des libéraux. On a affaire à un gouvernement libéral, le but absolu des libéraux, c'est de rendre tout marchandise. Voilà. Donc, on va créer de la marchandise en développant un marché. Je rappelle quand même accessoirement que nos 2 derniers ministres, et je crois que si on remonte, alors si on saute un peu Najat Vallaud-Belkacem, mais si on remonte avant, nos 5 derniers ministres avaient leurs enfants à l'école privée et ont fait toute leur scolarité à l'école privée. Je veux dire, c'est quand même intéressant d'avoir un ministre de l'Éducation nationale qui met ses enfants à l'école privée et qui lui-même est issu de l'école privée. Donc il y a la notion de marchandise. On veut marchandiser tout, donc on crée un marché là où il n'existe pas, en paupérisant l'école publique, en la rendant incapable de remplir ses missions. Deuxième étape, Macron l'a fait hier, on constate que ça marche pas, que ça va pas. Troisième étape, on fait appel au privé parce que quand même c'est mieux. Donc voilà, c'est leur agenda, on sait qu'il est là. On a affaire aussi à un pouvoir autoritaire, je le rappelle toujours, peut-être par tropisme vu la personne à laquelle j'étais opposé dans les élections législatives, mais il y a une dérive autoritaire
de ce gouvernement libéral et la volonté de casser l'école publique comme avant de casser l'éducation populaire et les fédérations d'éducation populaire et les lieux d'éducation populaire qui étaient les centres de vacances. On pourrait élargir ça, etc. C'est aussi un moyen de casser la citoyenneté, la construction de la citoyenneté, la construction de militants politiques futurs, que ça serait bien qu'ils ne soient pas formés. Donc là, c'était la phase où je vous désespère. On va essayer de donner un petit peu d'espoir. Un petit peu d'espoir comment ? D'abord en disant qu'il y a des gens qui combattent. Et le premier lieu de combat, c'est le terrain. Il y a une résistance passive des collègues. Je ne suis pas persuadé que depuis l'instauration de la loi Rilhac, tous les directeurs, toutes les directrices se soient mis à faire leur petit chef dans les écoles. Je suis même plutôt persuadé du contraire. Je ne suis pas, alors je suis peut-être dans un monde là où j'ai travaillé, dans un monde à part, mais en tout cas, je pense qu'il y a une résistance. Il y a des changements qui n'arrivent pas à arriver. Tu parlais des évaluations tout à l'heure. Quand elles sont arrivées, on a refusé de les faire. Et puis bon, on a vu en face, quand je parle de gouvernement autoritaire, hein, ça a été sanction immédiate. Ils ont tous été sanctionnés, les collègues qui avaient osé aller jusqu'au bout et refusé de faire les évaluations. Mais maintenant, voilà, on sait qu'il faut les faire. Alors, effectivement, il y a le glissement très inquiétant dont tu parles, c'est-à-dire on sait qu'il faut les faire, donc on les fait, puis après on se rend compte qu'on est jugé dessus, donc on les fait de mieux en mieux. Mais il y a aussi l'autre glissement. Tiens, on sait qu'il faut les faire, alors on les fait vite, on les fait pas comme c'est écrit, on les fait du mieux possible pour les élèves, on les utilise pas avec les parents d'élèves, et puis hop, on s'en débarrasse. C'est une résistance passive, mais c'est une résistance super importante. Et il y a une résistance du terrain aussi je parlais d'atomisation des collectifs de travail, il faut recréer ces collectifs de travail et il faut les maintenir là où ils existent. Et il faut les élargir. Ils veulent les détruire, profitons-en, élargissons-les. Élargissons-les au-delà des enseignants devant les classes, aux ATSEM, aux AESH, à tous ceux qui sont là avec nous, plus avec moi, pardon, je vais y arriver. Je dis encore éducation nationale à la place d'Assemblée nationale des fois. Mais je vais finir par y arriver. Bref, il faut les élargir, ces collectifs de travail, les reconstruire et les élargir. Ça, c'est la première résistance possible. Et puis, je veux pas faire de la pub pour ma voisine de droite, mais il faut se syndiquer, quoi. Voilà, je veux dire, il faut que tous les... S'ils avaient 90% de syndiqués... Alors, j'ai pas le droit de dire qu'il faut se syndiquer au SNUPP, donc syndiquez-vous où vous voulez. Mais il faut se syndiquer. S'ils avaient 90% de syndiqués en phase 2, ça se passerait autrement quand même. Il faut être clair là-dessus. La deuxième résistance, c'est dans la rue. Ça arrive. Il y a des rendez-vous à la rentrée. Et il faut qu'on retourne dans la rue. Il faut que ce soit massif. Il faut que ce soit... Et nous, on sera dans la rue. Avec nos écharpes, on y sera. Je ne sais pas si je porterai le tambour comme je faisais dans la Batucada, mais ça serait rigolo, une écharpe avec le tambour. Mais en tout cas, on y sera dans la rue et on y sera aux côtés de ceux qui y seront. Encore faut-il qu'ils y soient et donc il faut pousser à aller dans la rue. J'ai entendu Benoît Test avant-hier, je crois, dire que le 29 septembre, c'était bon. La FSU a appelé aux côtés des autres syndicats. C'est super, on y va, on va dans la rue. Puis la troisième résistance, toute petite peut-être, mais on essaye, c'est à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, moi je suis dans la commission éducation-culture, j'ai auditionné avec mes camarades Pape Ndiaye, alors j'ai une mauvaise nouvelle, voilà. Non mais c'est dingue, hein. On pose une salve de questions, il donne une réponse que on comprend pas bien. On fait une deuxième salve de questions, c'est pas les mêmes questions, il donne la même réponse, c'est absolument génial. Bon, il est adorable hein, comme garçon, beaucoup plus sympathique que Blanquer. C'est à mon avis d'ailleurs le pitch qu'ils ont imaginé, c'était même pas pour la question diversité ou je sais pas quoi, c'est on va mettre quelqu'un de sympa, mais il fait exactement la même chose. Et il m'a rassuré sur ma question quand j'ai posé ma question, il dit je vous rassure, l'expérimentation marseillaise va être étendue à tout le pays. J'étais hyper rassuré. Donc, à l'Assemblée nationale, on essaie de peser quand même. Alors, on essaie de peser avec nos écharpes dans la rue, etc. On a travaillé, nous, avec la commission éducation, avec les copains de la commission éducation, on a auditionné tous les syndicats d'enseignants, tous les collectifs d'ATSEM, les collectifs d'AESH, les collectifs d'AED, les fédérations de parents d'élèves, les syndicats lycéens, les syndicats étudiants. On a fait ça tout de la fin du mois de juin et le début du mois de juillet pour créer ce lien-là, pour travailler avec eux, etc. Pour fabriquer des propositions de loi. On a fait 2 propositions de loi déjà. Une première début août sur la rentrée scolaire. Et Guylaine disait on a gagné, je suis super content. Mais moi je veux dire nous aussi on a gagné. L'article 1 de notre PPL c'était le recrutement immédiat sur liste complémentaire. Voilà, c'est aussi une manière de peser. Alors je prétends pas que c'est grâce à cette PPL dont ils se foutent éperdument, on va être clair, hein, qu'il y a le recrutement sur liste complémentaire. Mais ça fait un bruit. Il y a un bruit syndical,
il y a un bruit politique, on appuie sur le bouton, on dit regardez ce qu'on ferait si nous on était au pouvoir, puis en même temps on les aiguillonne. Là on en sort une nouvelle sur la gratuité. On a commencé à en parler avant-hier. Oh, Clément Beaune dit, ah bah tiens, peut-être on va faire la gratuité des fournitures scolaires en REP, etc. Il y a ce petit bruit quand même qui est là et qui se présente. Donc ça, c'est notre premier rôle, c'est d'être proposant. Et d'être proposant d'abord pour montrer ce qu'on pourrait faire, parce que je rappelle que le but, la prochaine fois, c'est de gagner. Comme ça, on a un ministre de l'Éducation nationale insoumis et on applique cette chose-là. Que j'invite tout le monde à lire, parce que c'est vachement bien. Nous, quand on a reçu le programme, on a feuilleté, quand on a reçu la nouvelle version de l'Avenir en commun, on a dit il manque des trucs sur l'école, comme souvent il manque des trucs. Puis après, on a renvoyé des trucs, parce que je rappelle que c'est un travail de co-élaboration du programme. On a renvoyé des trucs, et puis on a reçu ça, puis on a fait ah, ça y est, super. Donc vraiment, lisez ça, c'est disponible en numérique sur laec.fr, etc. C'est notre programme pour l'école. Donc le but déjà de nos PPL, c'est ça, c'est de se dire qu'est-ce qu'on ferait si on était au pouvoir. Mais le deuxième but, je l'ai dit, c'est d'aiguillonner le gouvernement en disant bah regardez, on propose ça, peut-être qu'ils vont être obligés de s'aligner un petit peu. Bref. Et notre troisième but, c'est d'être des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire de vous dire, de vous prévenir, d'allumer. Quand je parlais de réformer à bas bruit tout à l'heure, moi c'est ce que j'appelle des projets Dracula. C'est-à-dire que c'est des projets qui, tant qu'il fait noir, on y arrive, etc. Nous, notre travail, c'est aussi d'ouvrir la fenêtre, d'allumer la lumière et de dire regardez ce qui est en train de se passer. Et quand tout le monde sait ce qui est en train de se passer, eh ben, ça ne se passe pas exactement de la même manière. Donc, on continue le combat. À la fin, comme d'habitude, c'est nous qui on va gagner. Mais en attendant qu'on gagne, là, tout de suite, dès cette rentrée, le combat continue dans les écoles, dans la rue, à l'Assemblée nationale. Et on y va. L'heure avance, donc je vais prendre 4 questions. Guylaine a un train également juste après, donc on ne va pas pouvoir prolonger ah d'accord, beaucoup cette conférence. Attention, donc les règles. Parité, petit 1 et petit 2, que vos questions soient courtes. Je sais que vous avez plein de choses à dire parce que c'était super intéressant. C'est des vraies questions, c'est 1 minute pour qu'on puisse en prendre le maximum possible. S'il vous plaît, c'est vraiment important, respectez les autres pour qu'on puisse prendre ces 4 questions. Alors, je vais commencer là. Bonjour. Donc moi, je suis Virginie, je suis prof d'anglais à Paris 19e, je suis militante à la CGT. J'étais à la FSU, bref. C'est une autre question. J'étais au CMA aussi. Merci beaucoup pour vos interventions. C'est extrêmement complet et voilà, c'était extrêmement complet. Moi, ce qui me paraît le plus important, c'est vraiment le fait qu'on arrive à intégrer et à dire aussi dans nos salles de classe, salles de maîtres et de profs, que ce gouvernement-là n'en a rien à faire que ça fonctionne. Oui, ce gouvernement-là, je vais finir, n'en a rien à faire de lutter contre les inégalités, n'en a rien à faire que ça fonctionne, n'en a rien à faire que l'école soit émancipatrice, etc. C'est le meilleur représentant des capitalistes depuis Sarkozy, je pense, et ce qui était avant, comme tu as rappelé, de Vaquet, etc., de toute façon, c'était quand même pas beaucoup mieux. Donc, ce qu'on sait, c'est que, c'est ce que tu disais à la fin, et moi, je voudrais qu'on puisse discuter aussi aujourd'hui, c'est que si on ne lutte pas, on est vraiment mal. Il suffit de regarder ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Angleterre, etc. On en prend pour longtemps. Les Anglais n'avaient pas fait grève depuis 20 ans. Parce que, en plus, parce qu'il y a de l'autoritarisme, ce que nous on vit là, c'est ce qu'ils ont vécu. Si on l'a pas vécu avant, c'est parce qu'on s'est battu, justement. Et qu'on a quand même réussi un petit peu à faire reculer les choses. Ils considèrent qu'on est en retard. C'est pour ça qu'ils vont si vite. Parce que de leur point de vue de capitaliste, la France, le système éducatif français est en retard dans la libéralisation. Et en fait, on y est maintenant. Moi, quand j'ai commencé,
on se disait attention, ça va être libéralisé. En fait, là, c'est maintenant. Donc ma question, c'est quel est le rôle, en fait, tu disais, il faut qu'on se batte. Moi, je suis d'accord, évidemment, le 29 septembre, on est tous dans la rue, mais du coup, après, on fait quoi? Et c'est quoi un peu le rôle de l'AFI? Comment est-ce que vous voyez le rôle des GA? Comment est-ce qu'on peut discuter de ça? Comment est-ce qu'il y a des choses de prévues sur rassembler les syndicalistes, par exemple, de l'AFI avec d'autres, rassembler peut-être les profs, faire des réunions localement, publiquement? Est-ce qu'il va y avoir des tracts, des affiches, etc.? Merci. Ah, ça va, c'est de la politique, on peut discuter. Alors, bonjour. Bonjour. Franck Marion, je suis simple parent d'élèves. J'ai 3 filles en primaire, en collège et maintenant en lycée, qui va rentrer bientôt en lycée. Je suis à Manosque, donc j'ai voté pour vous. Je suis très fier d'avoir évacué Castaner. Merci beaucoup de vous être présenté. C'est quand même une sacrée victoire pour Monsieur Walter. Voilà, donc je vais être très rapide. Là, moi, je suis pas très au fait de vos questions. Là, je viens d'entendre Le meilleur des mondes de Jean-Michel Huxley. La question d'une vision purement utilitariste de l'enseignement public pour produire des chauffeurs Uber d'un côté pour les plus pauvres des enfants, qui n'auront malheureusement pas la chance de bénéficier d'autre chose, et de l'autre côté des exécutants de luxe. Parce que de toute façon, tous ceux qui seront dans la classe dirigeante seront directement passés par l'école privée. On le sait à Manosque, on a un lycée privé particulier où il y a de plus en plus de gens qui envoient leurs enfants. Donc j'irai assez vite. En tant que simple parent d'élève, moi je regrette juste que dans votre discours, on n'entende pas suffisamment la place des parents, en fait. Voilà. alors, je vais prendre une personne ici. Je suis enseignante et j'avais été vraiment charmée, enchantée, revitalisée par le livret là, que vous avez montré tout à l'heure. Et vraiment, c'était même des choses pour lesquelles on ne pensait plus lutter. C'est-à-dire, il y avait même des choses qu'on avait oubliées tellement ça brosse tout. Et j'avais appelé le CNUPP, où je suis syndiquée, en disant, mais vous l'avez lu? Enfin, oui, forcément, j'étais un peu naïve. En disant, mais en fait, faut le dire à tout le monde. Faut leur dire de le lire. Juste, vous le mettez en pièce jointe. Parce qu'en fait, il faut quand même le chercher. Et en fait, j'avais été déçue. Le syndicat a dit oui, mais nous, c'est pas notre rôle. Donc, moi, je suis contente de voir qu'il y a quand même de la complicité. Mais en fait, je pense qu'à ce moment-là, on a quand même loupé une occasion de faire connaître ce programme parce qu'effectivement, il y a quand même des enseignants qui, je ne comprends pas comment ça se fait, votent pour Macron. Donc, je voudrais savoir comment on pourrait faire pour mieux le diffuser. Et moi, ça ne me choquerait pas qu'il soit en pièce jointe ou même en version papier, pour une fois. Bonjour, 5 minutes pour les questions, c'est pas de la pédagogie active. Donc, en fait, ma question très simple, c'est est-ce que vous êtes prêts à faire, camarades, nous sommes profs et syndiqués, là, un certain nombre dans cette salle, à faire une université d'automne intersyndicale, voilà, pour échanger des expériences sur comment recréer du collectif et comment on travaille profs et parents. Et puis, voilà, ça c'est une proposition. L'autre, c'est en tant que commission éducation à l'Assemblée, si vous pouviez parler du lycée pro, qui sont les classes pro... les mots à l'ancienne, hein, le prolétariat immigré et l'orientation non choisie qu'on va transformer en esclaves. Donc voilà... Et qui sont pas militants, donc je vais conclure là-dessus et donc rejoindre la camarade de la CGT sur les synergies syndicalistes, politiques et aussi associatifs. Donc ça se traduit dans le calendrier de la rentrée. Si vous avez écouté Mélenchon, là, la stratégie révolutionnaire qu'il nous propose pour la rentrée, elle dépote, ok ? Donc c'est plus qu'une journée d'action, hein, plus que quelques journées saute-mouton. C'est très intéressant, ça va... Mais comment il faudrait que ces milieux militants assument de se rencontrer comme maintenant, que vous nous laissiez plus coélaborer ensemble
Et les initiatives qu'on prendra en tant qu'assemblée populaire de circonscription ou assemblée populaire dans le lieu de travail et avec les usagers, tout ça seront différents lieux de ces assemblées populaires, mettront en place la révolution citoyenne et autres et sociale. Je vais commencer. Oui, c'est bon. Je vais commencer à répondre, puis je vais repasser la parole à Léo. Moi, je vais parler sur la question de la convergence entre lutte syndicale et lutte politique. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient dans le débat. Alors, c'est peut-être compliqué à comprendre, mais enfin, c'est toujours plus facile quand on est dans les instances et quand on est syndiqué et quand on voit le fonctionnement d'un syndicat. Mais on a une indépendance, on va dire, vis-à-vis, en tant que syndicat. Léo l'a dit tout à l'heure, il y a une indépendance syndicale qui est liée à la charte d'Amiens, hein, qui effectivement ne mêle pas le politique au syndicat. C'est-à-dire qu'on a des champs d'action, même si on se rejoint sur un certain nombre d'actions, lorsqu'il y a des... je ne vais pas réussir à finir. Lorsqu'il y a des mobilisations, et effectivement, il y a des rencontres. C'est la semaine dernière, il y a eu une rencontre entre les organisations syndicales et la NUPES sur la question de la marche du 16 octobre. Donc, on est en discussion aussi. Il y a eu des rencontres. Nous, on a besoin aussi syndicalement d'être soutenus par les organisations politiques. C'est-à-dire qu'on demande aussi à rencontrer les députés. Il faut qu'on ait des rencontres pour qu'on puisse être une ressource, mais aussi que les politiques soient d'un point d'appui. C'est-à-dire que les alertes, il faut que, quand nous on les a au ministère, il faut que les députés puissent aussi alerter à l'Assemblée nationale. Donc ça, ce lien, il existe déjà, il faut qu'il perdure. Après, une organisation syndicale, effectivement, il y a un programme de la France Insoumise, mais il y a aussi un programme du syndicat. C'est-à-dire qu'il y a un projet du syndicat, le projet, c'est aussi ça. Enfin, c'est aussi ça qu'on met en avant, c'est le projet syndical. Et après, on n'ira pas publier effectivement un projet. Bon, si vous regardez bien entre les lignes, je vous invite à regarder notre projet, je vous invite à regarder le projet de la France Insoumise. Je pense que vous allez retrouver un certain nombre de propositions. Il y a des choses qui nous rassemblent. Après, sur les luttes intersyndicales, université, une université d'automne avec... Bon, la construction intersyndicale est toujours très complexe, vous le savez. On est en train de construire le 29 septembre, Léo l'a dit, la FSU s'engagera dans le 29 septembre aux côtés de Solidaire et de la CGT. On est en recomposition syndicale aussi avec la CGT et Solidaire. Il y a des choses qui se passent, ça bouge, mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts et c'est un peu plus compliqué que ça lorsque l'on discute entre nous. Et je pense que c'est la seule question qui... Il est toujours branché celui-là ? Oui. Je ne vais pas prendre les questions dans l'ordre, je vais les prendre dans l'ordre de rapidité pour répondre. D'abord, un immense pardon pour les oublis. On oublie toujours des choses. Je te montrerai mon carnet après, c'était écrit. Voilà, on oublie des trucs. Bien entendu, les parents d'élèves, bien entendu, le collectif qui est composé par les élèves et leurs parents, et puis c'est le lieu central. Et quand on dit élargir, quand je disais tout à l'heure refonder, élargir les collectifs de travail, ils font pas partie du collectif de travail, mais ils font partie du collectif de l'école, bien sûr. Et si tu as lu le livret, c'est écrit aussi la place des parents à l'école, etc. Donc bien entendu, c'est vraiment un oubli, mais tu as très bien fait de le rappeler. Le deuxième oubli, c'est pas un oubli, c'est que on s'est centré sur le second degré, sur le premier degré dans cette conférence. On a hésité à un moment donné parce que le lycée pro est un vrai sujet, et un sujet sur lequel la première question au gouvernement adressée au ministre de l'Éducation est sur le lycée pro. La première intervention en assemblée, en commission ACE est sur le lycée, et sur le lycée pro. Et sur cette question, on a pris comme angle d'attaque, je crois que c'est Paul Vanier qui avait posé la question, on avait pris comme angle d'attaque la mise sous tutelle de lycée pro, sous double tutelle, du ministère du Travail et du ministère de l'Éducation nationale, en disant que c'était un immense scandale et que ça annonçait ce que tu disais. Donc on est très centré là-dessus, on est très conscient de ces choses-là, et avec Béatrice, quand on préparait
la conférence, on s'était posé la question de savoir si on mettait un troisième intervenant autour de la question du lycée professionnel, et puis on s'est dit que ça ferait trop de thématiques et que ça serait trop compliqué. Mais bien sûr, tu as tout à fait raison de le rappeler, et il faut le faire. Et puis la troisième excuse, elle va encore plus vite. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est vraiment pas de la pédagogie active, c'est lamentable. Mais c'est toujours comme ça, hein. Donc voilà, on fait du mieux qu'on peut, et des fois on n'est pas très actif. Je ne sais plus qui a parlé ici, c'est toi aussi, tu as parlé d'ubérisation. Voilà, moi je trouve ce terme extrêmement bien choisi. On est dans une société qui s'ubérise, c'est leur projet d'ubériser tout, et effectivement on assiste à une ubérisation de l'école, et on va finir par avoir des enseignants Deliveroo. Je plaisante à peine, il y a des académies qui fonctionnent déjà avec un logiciel de gestion des remplaçants par SMS. Et les remplaçants sont dans leur école de rattachement et reçoivent un SMS avec écrit « Contactez votre manager ». Et parce que c'est une application privée qu'ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas écrit directeur d'école ou directrice d'école à la place. Donc il y a écrit « Contactez votre manager, vous devez être à 9h30 à tel endroit ». Ça existe, et ça existe dans l'éducation nationale. C'est l'effet Dracula, ça, dont je parle. C'est-à-dire que ça, il faut le dire, il faut le marteler, il faut le rappeler à tout le monde. Les gens ne nous croient pas. Eh ben, on rouvre, on le redit. Le troisième point, bon, sur la convergence syndicats, partis politiques, etc., je profite de ma nouvelle indépendance en tant que député pour dire que nous, ça fait longtemps qu'on s'est assis dessus dans notre collectif militant, parce qu'on considère qu'on mène les mêmes luttes, etc. Alors on fait attention quand même à mettre personne en difficulté, c'est toujours compliqué. Dans la section syndicale où je militais, il n'y avait pas que des insoumis. Dans la section insoumise où je milite, il n'y a pas que des gens à la FSU, donc il ne faut pas faire de confusion, il ne faut pas tout ça. Par contre, cette idée que ça avance ensemble, et que le combat syndical et que le combat politique, il a le même but, il a le même agenda, et qu'il faut qu'on avance ensemble, c'est une absolue évidence, et c'est ce qu'on essaye de construire d'ailleurs. Guylaine l'a dit, autour de la marche de la rentrée, elle a spoilé la date, je balance pas, elle me l'a spoilé même à moi, hein, c'est vous dire. Non, c'est pas encore. La date qu'on a, c'est le 12 septembre, on saura le 12 septembre quelle date sera retenue. Bon, apparemment c'est le 16 octobre. Voilà, mais par rapport à ça, à ce que tu disais, à ce que vous disiez, aux gens qui râlaient, au fond, sur cette idée d'unité syndicale et d'avancer ensemble, je pense qu'on a un outil quand même qui a permis, par exemple, autour des législatives, ce que n'a pas permis la division, on appelle ça comme on veut, moi j'appelle pas ça comme ça, mais c'est un autre problème, des présidentielles. C'est un appel clair d'énormément de sections syndicales, voire de syndicats, à voter NUPES. C'est la NUPES, l'outil. Le problème, c'est que globalement, tous les syndicalistes sont de gauche, à part les syndicalistes de droite, mais globalement, la plupart des syndicalistes s'inscrivent dans le champ politique de gauche. Et donc, le problème, c'était les problèmes de chapelle. Quand on fait une chapelle commune, tout d'un coup, c'est beaucoup plus facile d'appeler à voter et d'accompagner. Donc cet outil-là, on en pense ce qu'on en veut. Et il pose d'autres soucis, d'autres questions, d'autres problématiques, mais cet outil-là, il permet ça, au moins. Il permet, tu parlais d'intersyndical, il permet un intergroupe parlementaire et donc un interparti politique, qui permet cette union-là et d'avancer plus vite et d'avancer plus fort. Alors on nous dit qu'il faut arrêter, mais je refuse de ne pas répondre à cette question. Je le fais en 2 secondes. Le rôle de l'AFI, je pense qu'il a été très clairement évoqué à plein de moments. Le rôle de l'AFI, il est à l'Assemblée, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on mène, etc. Mais il est sur le terrain, dans mettre en place des assemblées de circonscription, dans être de toutes les luttes. Moi, je viens d'un département où, dans le 04, on a maintenu une assemblée générale depuis 2017 qui s'est réunie tous les mois sans aucune interruption et qui avait pour objet principal de décider où est-ce qu'on allait porter nos forces le samedi suivant, ou le mercredi suivant, ou le mardi suivant. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a gagné. C'est parce que quand il y avait quoi que ce soit dans le 04 où il y avait 150 personnes de réunies, il y avait 90 insoumis et insoumises. Et voilà, c'est notre rôle. On n'est pas un parti d'avant-garde révolutionnaire. On est des militants, on est des insoumis, on est sur le terrain et on est avec les gens partout où ça bastonne, partout où ça lutte, et on continuera à le faire.
Alors, on est obligé d'arrêter. S'il y en a qui veulent discuter plus informellement devant la salle, ça, on a le droit quand même.